C'est peut-être la trop longue fréquentation de Max Roy et peut-être de Michel, mais je suis vieux jeu moi aussi, j'ai pas de PowerPoint, donc vous allez être forcé de m'écouter et centrer sur mon discours plutôt que sur les images. Alors, cette communication s'inscrit dans le cadre d'une recherche postdoctorale qui est encore embryonnaire, trop embryonnaire pour que je vous présente les résultats préliminaires aujourd'hui, comme je l'avais peut-être annoncé un peu naïvement dans le programme. J'aimerais donc plutôt vous profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous présenter le projet lui-même et le soumettre à votre bon jugement. Il s'agit donc ici non pas de résultats, mais des pistes que je souhaite explorer, des intentions de recherche. À vous de me dire si ces intentions sont bonnes ou mauvaises. Pour ce faire, donc, je vais procéder en 3 temps. D'abord, je vais définir la nature du projet et son intérêt d'un point de vue social et scientifique. Ensuite, je vais tracer les grandes lignes méthodologiques de ce projet. Et en 3e lieu, je vais esquisser quelques pistes, quelques questionnements sous-jacents à sa problématique centrale. Le projet, donc, est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc ça, c'est fait, on check, ils vont être contents. Il s'intitule « Faire l'économie du savoir, financement et représentation publique des universités au Québec de 1921 à aujourd'hui ». L'objectif de ce projet est à la fois simple et ambitieux. À travers mes recherches, je voudrais rassembler, en quelque sorte, les premiers matériaux d'une histoire générale des universités au Québec. Je crois en effet que le sujet est mûr pour un traitement synthétique. Je pense que les diverses communications qui m'ont précédé et sans doute celles qui vont suivre le montrent. Il y a une effervescence actuellement à ce sujet-là. Et pour 2 raisons principales, le sujet est mûr pour un traitement plus synthétique. D'une part, pour des raisons sociales et d'autre part, pour des raisons historiographiques. D'abord, on ne saurait trop insister sur la pertinence sociale d'un tel projet. Depuis l'historien Marc Bloch qui disait qu'on pense le passé à partir du présent, je pense que cette maxime vaut bien pour ce sujet-là. L'idée d'étudier le financement universitaire en 2016 ne naît pas de nulle part, mais d'une conjoncture politique, économique et sociale très précise. La grève étudiante déclenchée à l'hiver 2012 contre la hausse des droits de scolarité a une nouvelle fois montré la sensibilité politique entourant le financement et la mission de l'université au Québec. Depuis les années 60, en vérité, le débat au sujet du financement des universités ressurgit périodiquement à la faveur tantôt d'une hausse des droits de scolarité, tantôt d'un désinvestissement de fonds publics dans le financement ou la recherche universitaire. Comme si on avait besoin d'une preuve supplémentaire après le traumatisme du printemps érable, les coupures budgétaires successives imposées depuis 2012 par le gouvernement provincial font comprendre la nécessité de mieux connaître les sources, le montant et les critères et les modalités d'attribution des ressources financières allouées au fonctionnement des universités québécoises. Pour nous autres, chercheurs, professeurs, étudiants, il devient de plus en plus difficile d'ignorer les conditions du fonctionnement du système dans lequel nous évoluons. Comme le disait ma défunte grand-mère, si tu ne t'occupes pas de tes affaires, d'autres vont s'en occuper pour toi. Pour la communauté universitaire, donc, il devient de plus en plus coûteux aujourd'hui de ne pas s'occuper de ses propres affaires. Et à travers mes recherches postdoctorales, je tente donc d'apporter mon humble contribution à la compréhension de cet enjeu contemporain, de donner une perspective historique au débat qui agite le système universitaire ces dernières années. Ensuite, d'un point de vue purement historiographique, le sujet se prête bien à l'approche synthétique. D'abord parce que ça ne s'est jamais fait. À ma connaissance, il n'existe pas d'une histoire des universités au Québec. Ensuite, parce qu'il existe une documentation abondante sur les universités. Depuis les années 90, chaque établissement a fait l'objet de sa propre monographie. Dans une perspective d'histoire institutionnelle, ces histoires particulières d'université fournissent moult renseignements susceptibles d'être utiles à une synthèse historique, notamment quant aux configurations internes des établissements, comment est né, s'est développé telle ou telle faculté, comment tel champ disciplinaire s'est institutionnalisé, comment tel ou tel recteur a imprimé sa marque sur le développement de son établissement, comment les courants transnationaux ont modelé le visage de l'établissement, etc., etc. En filigrane de ces histoires, à travers le discours des acteurs qui les ont faites, il est possible de discerner les représentations de l'institution universitaire qui sous-tendaient leurs actions. Les monographies d'histoire institutionnelle fournissent donc une riche matière pour comprendre l'évolution des établissements vers ce qu'on appelle aujourd'hui un système universitaire. Parallèlement à cette historiographie institutionnelle, il existe une foule d'articles et d'ouvrages sur le processus d'autonomisation des différents champs disciplinaires au Québec. Ces sources donnent de précieux renseignements sur les facteurs qui ont tantôt favorisé, tantôt retardé la multiplication des frontières disciplinaires depuis le début du 20e siècle, et sur les mécanismes institutionnels et sociaux de cette disciplinarisation. En plus de ces sources secondes, il existe
une foison impressionnante de sources premières permettant de retracer de manière synthétique l'histoire des universités, particulièrement d'un point de vue financier. J'ai commencé donc moi-même le long travail de collecte des états financiers conservés dans les fonds d'archives des différents établissements québécois. Vous savez en plus, sans doute, certains d'entre vous pourraient avoir apporté votre propre contribution, que les universités québécoises ont fait l'objet d'une littérature grise absolument aux dimensions océaniques. En effet, combien de mémoires, d'avis, de rapports, d'autres documentations officielles ont été générées par les conseils, les commissions parlementaires, les forums, les sommets et autres instances de réflexion publique sur le présent, l'avenir des universités au Québec, particulièrement depuis les années 60. On les compte plus et je me propose d'en rassembler la majorité. Cependant, outre les travaux déjà lointains de Justin Tégy, parus en 1986, et de Denis Bertrand, peu d'analyses historiques ont ramassé cette imposante masse documentaire pour voir ce qui pourrait en être tiré. De la même manière, il existe une littérature réflexive et critique sur la nature et la fonction sociale des universités québécoises, et sur le rôle des universitaires, sur l'évolution de l'institution dans le contexte québécois et international. Mais cette matière a encore aussi été peu traitée par l'historiographie québécoise. Pourtant, en 2001, Claude Corbeau et Marie Ouellon ont mis à la disponibilité des chercheurs les fruits bibliographiques d'un large recensement de ces textes réflexifs dans une anthologie qui retrace 2 siècles de discours publics sur l'idée d'université de 1770 à 1970. Ce recueil, donc, offre une première vue d'ensemble sur la conception de l'université élaborée par les acteurs qui en ont animé le développement depuis le XVIIIe siècle. Il constitue une excellente porte d'entrée dans l'imaginaire entourant l'institution universitaire au Québec. Toutefois, l'étude systématique de ces représentations en fonction de leur contexte d'énonciation, notamment quant au contexte financier des établissements, cette étude donc demeure à faire. D'ailleurs, comme les auteurs l'indiquent eux-mêmes, on observe depuis les années 70, là où s'arrête leur anthologie, une abondance et même une surabondance de textes exprimant les idées de l'université. Or, ces textes n'ont pas encore été compilés ou analysés. À ma connaissance, il n'existe pas donc d'études scientifiques sur le financement des universités au Québec et la culture politique qui conditionne leur développement, à tout le moins pas dans une perspective historique. C'est précisément l'objectif que je me suis donné dans le cadre de mes recherches postdoctorales. D'un point de vue méthodologique, donc, mon projet comporte 2 volets, une analyse quantitative du financement des universités et de ses effectifs étudiants depuis 1921, et une analyse qualitative du discours entretenu par les représentants des pouvoirs publics et privés, responsables politiques, économiques, autorités religieuses, producteurs d'opinion, et par les acteurs universitaires, administrateurs, professeurs, étudiants notamment, à l'égard de l'université. Conjuguant ces 2 approches, ma problématique porte à comprendre comment s'articulent les différentes représentations de l'université et les modalités de son financement au Québec dans la longue durée. Pas aussi longue que celle de M. Carpentier, mais quand même un siècle. Vous me ferez sans doute remarquer que ce corpus pourrait bien prendre des dimensions océaniques et devenir absolument ingérable, et vous aurez raison. Je le sais pour m'y être attelé dans le cadre de mes recherches antérieures. À elle seule, la simple retranscription des données sur un siècle pourrait prendre un temps fou, particulièrement à compter de la création du réseau LUQ, là où le réseau prend une ampleur quand même considérable. De la même manière, l'analyse de l'ensemble des sources écrites au sujet de l'université représente un travail tout à fait colossal. Aussi, si je compte bien assembler toute la documentation disponible, j'envisage de raccourcir considérablement le temps requis par le number crunching notamment, de la façon suivante. Plutôt que d'analyser toutes les données annuelles, je procéderai par une méthode d'échantillonnage systématique par intervalle de 5 ans, débutant en 1921. Pour chaque décennie, donc, j'obtiendrai 2 photographies de l'état des finances de chaque université, une à la première année, donc au temps N, et l'autre 5 ans plus tard, temps N plus 5, qui me permettra au besoin de croiser précisément les résultats avec les données du recensement fédéral qui, on le sait, paraît chaque 10 ans et avec un intervalle à 5 ans, 26 et 36, 46, etc. Autre écueil majeur, l'évolution des méthodes comptables au fil du siècle. Déjà, depuis les quelques 20 dernières années, ces années sur lesquelles j'ai plus l'habitude de travailler, la présentation comptable des données varie d'une institution à l'autre, ce qui complique l'intégration des données. Pour assembler une série de données homogènes et cohérentes, donc j'ai l'intention de me concentrer davantage sur les postes budgétaires qui apparaissent de manière constante, c'est évident, les principales sources et principales dépenses des universités. Donc, les produits seront répartis entre le financement provincial, le financement en provenance des étudiants, le financement en provenance du secteur privé, notamment celui de l'Église, et les autres sources. Un peu comme on a vu M. Carpentier nous présenter 3 graphiques hier, ça se rapproche de ça pas mal.
Les charges, quant à elles, seront distribuées entre la masse salariale des principales catégories d'emplois, si c'est possible, ce dont je doute avant une certaine période, et les autres dépenses. Nous obtiendrons ainsi donc une première vue d'ensemble des sources et usages des sommes allouées au fonctionnement des universités depuis environ 100 ans. Une fois cette série établie, il sera possible de dégager les grandes tendances, les périodes de croissance comme de stagnation, de croiser ces résultats avec les données indiquant l'évolution des effectifs étudiants et professoraux transcrites suivant la même périodisation. Ces statistiques démographiques sont comprises dans les annuaires des établissements et à partir de 1971 dans les calculs définitifs du ministère de l'Éducation. Maintenant, on va être honnête, je n'ai pas l'intention de récolter, de lire, d'analyser, de synthétiser une matière aussi abondante dans les quelques 18 mois qui me restent de financement au postdoc. Plus raisonnablement, donc je me propose de commencer à accumuler la matière première d'une éventuelle synthèse historique sur les universités québécoises et d'en tirer quelques résultats forcément partiels et particuliers sur des aspects particuliers et des périodes précises de l'histoire. Donc pour conclure ma présentation, je voudrais avancer quelques pistes possibles de recherche sous-jacentes à la problématique de mes recherches. Quels apports, donc, en quelque sorte, mes travaux sont-ils susceptibles d'apporter à notre connaissance du système universitaire si je peux les pousser dans une durée plus longue? D'abord, d'un strict point de vue heuristique, il serait peut-être intéressant de mettre en tableau et en graphique l'évolution de la situation financière des établissements sur un siècle d'existence. On pourra ainsi mieux départager la part des étudiants et des bailleurs de fonds publics et privés dans le financement de l'institution et ainsi mieux cerner le rôle de l'Église, du Séminaire de Québec notamment, dans le maintien de l'enseignement supérieur avant la Révolution tranquille. Mais aussi le rôle de l'État provincial et des contributions privées données lors des grandes campagnes de souscription organisées par les établissements toujours avant la Révolution tranquille. Au passage, il sera peut-être possible de comprendre mieux le rôle des fondations américaines, par exemple, dans le développement de la recherche au Québec. Par exemple, j'ai en ma possession une pile de documents qui attestent de dons de la Fondation Carnegie à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, à l'Institut botanique de l'Université de Montréal, à la Société d'éducation des adultes du Québec et au regroupement canadien des bibliothèques collégiales et universitaires durant les années 40. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Sûrement. C'est ce que je compte développer d'abord dans mes recherches, puisque cette matière-là m'est immédiatement accessible. Cet exemple, donc, sert juste à illustrer les avenues de recherche susceptibles d'être dégagées par un tel travail. Mon projet est aussi susceptible de nous éclairer quant à la vision de l'université dont les responsables politiques et les acteurs universitaires ont pu, ou non, faire preuve par le passé. En effet, parallèlement à l'évolution du financement, je voudrais cerner les régimes symboliques dans lesquels vit et évolue l'université depuis environ un siècle. Par régime symbolique, j'entends l'ensemble des représentations publiques définissant la nature, la fonction et la mission de l'université, émises par ceux qui s'y intéressent de l'intérieur ou de l'extérieur. L'analyse de ces symboles, des marqueurs identitaires, des signifiants et des signifiés associés à l'université au Québec devrait nous aider à mieux comprendre comment nous sommes passés, comme on en fait souvent l'hypothèse, comme ça a été fait plusieurs fois ici, aujourd'hui et hier, d'une université francophone soumise à l'autorité et aux intérêts de l'Église catholique romaine, à une université aujourd'hui de plus en plus sujette aux influences de l'entreprise privée. Évidemment, ce volet du projet va de pair avec une analyse des conditions financières et économiques dans lesquelles le système a évolué. De fait, si le mode de financement privilégié pour l'institution universitaire traduit la définition et les finalités auxquelles la société l'avoue, il est essentiel de comprendre les ruptures et continuités historiques des représentations de l'université pour éclairer les logiques financières en retour qui ont conditionné son développement jusqu'à aujourd'hui. Faire l'histoire de l'idée d'université au Québec devrait notamment permettre de repérer les motifs rhétoriques du discours critique tenu périodiquement par ces acteurs depuis un siècle. Et là, on rejoint un peu ce que j'avais annoncé dans le programme. En effet, du problème universitaire énoncé dans les pages de l'Action nationale de juin 1937 par un certain Georges-Étienne Cartier, sans doute un pseudonyme, jusqu'aux récentes manifestations étudiantes et même jusqu'aux feuillets qui m'ont été remis hier à mon entrée à la cérémonie d'ouverture du gala de la classe, du congrès de la classe par les étudiants de l'UQAM, de nombreux commentateurs ont annoncé la crise, le péril, la dérive ou le naufrage de l'université québécoise depuis 100 ans. Je vous donne quelques exemples, donc en vrac pour terminer, pour montrer que le thème de la dérive autour duquel gravite le colloque ne date quand même pas d'hier. En 1953, Monseigneur Parent, Alphonse-Marie Parent, vice-recteur de l'Université Laval, déplore, et je cite, « la misère croissante des universités québécoises ». Il se plaint du sous-financement des universités, la sienne, au premier chef, par rapport à leurs homologues de la Russie soviétique. S'exprimant devant le Club Richelieu le 25 novembre 1953, Monseigneur Parent dépeint en un contraste saisissant la situation générale de son établissement. Pendant qu'à Moscou, on vient d'achever la construction de l'hypermoderne Palais des Sciences, dit-il,
un magnifique édifice de 32 étages qui s'ajoute à 20 autres pavillons importants et 10 bâtiments secondaires érigés depuis 1949. À Québec, déplore-t-il, l'Université Laval, et je cite, avec son modeste budget de 2 160 000, accumule un déficit annuel de 737 000 $ sur sa dette déjà considérable. Pendant que l'université communiste se dote de résidences pouvant accueillir 5 700 de ses 17 000 étudiants, à Laval, on ferme, et je cite, la pauvre maison des étudiants de la rue Saint-Joachim qui en recevait 40. Le message est un peu plus clair et très habile dans le contexte anticommuniste de l'époque. Si on veut que les universités catholiques canadiennes françaises fassent barrage à l'influence soviétique, il faut les financer davantage. Sans financement, elles ne peuvent remplir leur mission civilisatrice. En 1959, 6 ans plus tard, dans un article de la revue Liberté, le sociologue Jean-Charles Falardeau dénonce quant à lui, et là je pense que vous allez vous reconnaître, la mainmise croissante des corporations professionnelles et des gestionnaires spécialisés sur l'enseignement et sur l'administration universitaire. Je cite, « Contre les uns et les autres, écrit-il, le professeur devra plaider sans relâche, rappelant que l'université n'est pas seulement une entreprise, mais une république du savoir, que les programmes universitaires s'inspirent de postulats autres que ceux de la rentabilité économique immédiate. » Fin de la citation. 6 ans plus tard encore, en 1965, André Morel, professeur de droit à l'Université de Montréal, lui fait écho lorsqu'il s'en prend à la structure hiérarchique de son établissement dans les pages de la revue Cité Libre. Il dénonce ainsi le fait que des hommes d'affaires aient pris le contrôle de l'administration de l'UDM avec la complicité des autorités ecclésiastiques, mettant par le fait même, et c'est sa citation, en péril l'existence même de l'université. Et, je cite encore, la détournant de sa mission propre. Pour mieux l'astreindre, citation encore, à lui faire jouer un rôle qui n'est pas le sien. Donc, thème de la dérive, encore une fois. En 1978, notez l'écart ici, 65 à 78, c'est intéressant, je n'ai rien trouvé dans les années 70, donc je pense que l'hypothèse qu'on a ébauchée avec M. Carpentier hier d'une prospérité relative dans les années 70 pourrait être testée ici, dans le cas québécois. En 1978, en audience devant la commission d'études sur l'université mise sur pied par le premier gouvernement du Parti québécois, le recteur de l'Université Laval, Jean-Guy Paquette, décèle dans le ralentissement de la croissance des effectifs étudiants, le resserrement budgétaire, le vieillissement du corps professoral, le syndicalisme universitaire, la spécialisation des études de premier cycle et dans l'influence des corporations professionnelles, encore elles, sur les programmes et les signes annonciateurs, donc, d'une grave crise, ce sont ces mots, de l'Université québécoise d'ici 12 ans. À en croire Joan Doherty, l'adjointe parlementaire au ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et des sciences, M. Claude Ryan, 11 ans plus tard, M. Paquette avait vu juste, car en 1989, donc 11 ans très exactement plus tard, Mme Doherty interpelle le chef de son propre gouvernement, c'est une libérale, M. Bourassa, pour qu'il injecte d'urgence 100 millions dans le système universitaire. Je la cite, « Suite à des années de compression budgétaire, affirme Mme Doherty, nos universités sont arrivées au point de crise. » Fin de la citation. Donc, on prévoyait une crise en 1978, la crise est arrivée, et toutes les années 80 ne sont qu'une succession de doléances au ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'on réinjecte, notamment en 86, lors de la commission parlementaire. Dans les années 90, le discours alarmiste s'intensifie, de telle sorte qu'on assiste aujourd'hui à une surenchère de pessimisme au sujet de l'Université du Québec, au Québec. Depuis Michel Freytag, qui annonçait le naufrage de l'université réflexive en 1995, jusqu'à Éric Beauce, qui, le 24 novembre 2012, avertissait, et je cite, que le bateau de l'enseignement supérieur est en train de couler à une vitesse plus qu'inquiétante, en passant par le professeur de littérature Marc Angenot, qui, en 1999, dénonçait, je cite, la grande pitié des universités québécoises, ou encore le politologue Denis Monnière, qui constatait, je cite, la dérive financière des universités québécoises, dans un numéro de l'Action nationale de 2008, consacré au chaos universitaire, j'en passe, et des meilleurs. Mais non sans remarquer que ces interventions sur le mode apocalyptico-conservateur font écho à une myriade de prédictions tout aussi pessimistes un peu partout dans le monde. Tous ces discours renvoient d'une manière ou d'une autre à la situation financière de l'université et à ses modes de gouvernance. Mais il serait intéressant de creuser plus avant pour comprendre leur contexte d'énonciation. Est-ce qu'ils sont autant de signes d'une lente mutation avérée de l'université, de la mission universitaire, ou est-ce qu'ils participent d'une stratégie rhétorique, somme toute assez commune, qui consiste, pour un organisme dont la survie dépend de subsides publics, à se déclarer constamment en état de crise afin d'attirer à lui davantage de crédits gouvernementaux? La réponse réside probablement quelque part entre ces deux hypothèses. Quoi qu'il en soit, en mettant bout à bout ces discours sur la dérive financière des universités, et la dérive universitaire tout simplement, nous serons sans doute plus à même de cerner les traits de l'idéal en fonction duquel on a perçu les signes d'une dérive de l'université.
Par le fait même, on pourra mieux mesurer la distance périodiquement devenue critique entre cet idéal et la réalité. À terme donc, cette histoire du financement de l'université, cette histoire du financement et de l'idée d'université au Québec est susceptible d'apporter un éclairage plus que bienvenu sur le chemin qui nous a conduits ici, sur les racines historiques du sentiment d'urgence et de déliquescence qui anime aujourd'hui de nombreux acteurs universitaires face à l'état actuel du système, et je crois que nous en sommes tous ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était vraiment une présentation très convaincante et j'ai hâte de vous lire, vraiment, j'ai hâte. Je pense que justement un des avantages de l'histoire quantitative, c'est de pouvoir faire des comparaisons aussi en étant vraiment aussi prudent. Vous en avez parlé sur les structures, les changements de comptabilité et tout ça. Mais vraiment, j'ai hâte de voir quels sont vos résultats. Je voulais vous poser juste un commentaire, peut-être une question. Je pense que moi, déjà, mes chiffres quantitatifs, c'est 1921 aussi. Donc, j'ai vraiment hâte aussi, pour une simple raison, c'est en 1919, le University Grant Committee est créé, donc ça commence là-dessus. Et donc, ce sera vraiment intéressant de voir les similitudes. Et je pense que vous proposez en plus une combinaison avec le qualitatif, qui est à mon avis crucial aussi, de comparer discours et actes et ce qui se passe. Je voulais juste vous demander si vous comptiez regarder quelque chose, un avantage fantastique que vous avez. Vous partez de l'institution et après vous allez agréger tout ça. Et je pense que c'est central pour voir quelles sont les relations entre la stratification des systèmes et les financements globaux au niveau de la province. Il n'y a pas le choix, de toute manière. Voilà, exactement. Mais justement, c'est très bien de faire comme ça parce que moi, je me suis aperçu que j'ai travaillé à l'agrégat et maintenant, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de redescendre vers les institutions parce que c'est clé. Et donc, je voulais savoir si vous avez une hypothèse là-dessus. Est-ce que vous pensez que, en fonction des fluctuations du financement que vous allez avoir, est-ce que vous allez avoir des différenciations entre institutions, des processus inégalitaires qui vont se faire? J'ai l'impression que la course va être inégale dès le départ entre McGill et les autres. Ça voilà. Me paraît clair. Puis ça sera intéressant de noter jusqu'à quel point l'écart se resserre avec le financement public à partir des années 60, mais c'est encore une impression, malheureusement. J'ai pas suffisamment potassé les chiffres pour le voir, puisque j'ai pu comparer dans les mémoires déposées, par exemple, à la commission Massé sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences par diverses institutions, où ils font état de leur budget global. On n'est pas du tout dans le même ballpark, si on veut. On n'est pas du tout dans la même ligue, encore dans le début des années 50. Là. Donc, je présume que l'Université McGill ayant une culture institutionnelle qui lui est propre, ayant depuis les débuts un board constitué d'administrateurs issus de l'entreprise privée et non pas d'ecclésiastiques, ayant donc des sources de financement peut-être plus variées, a pu bénéficier d'un financement plus important dès le début de la course. Mais moi, je prends avec 1921, je prends la course un peu avancée déjà. Mais c'est parfait parce que justement, ce sera quelque chose qu'on pourra discuter quand vous aurez. C'est savoir aussi comparer les crises et l'entre-deux-guerres et 1973, par exemple sur le Royaume-Uni ou même la France, il y a eu des réactions non seulement différentes, mais même contradictoires. Il y a eu j'en ai trois, c'est ça. Avec celle de 2008, si je parviens jusqu'à aujourd'hui, puis bon, pour le travail qu'on a fait avec l'UPPU, je pense que ça va raccourcir de beaucoup le number crunching et l'analyse des données. Il y a déjà un travail de synthétisation des données qui a été fait. Fait qu'à partir des années 90 minimalement, puis même il y a quand même des données qui remontent à 85, on va pouvoir accélérer le processus, puis voir comment les trois moments de crise ont pu, crise économique, s'entend, les années 30, la crise du pétrole et la crise de 2008, ont pu altérer la mission universitaire et modifier ses structures de financement et les montants attribués par le public. OK, merci. Une dernière brève question, Max, parce que comme il était très intéressant, je ne l'ai pas interrompu, on l'a laissé parler jusqu'au bout. Alors, il va falloir relier quelque part. Bon, je serai bref. Merci beaucoup, Jules. C'est fort passionnant et la nécessité ne fait pas de doute. Cette étude, elle est souhaitée et elle va être très utile. Je vais poser une question sur le plan méthodologique quant à
quant à l'analyse qualitative des documents. J'ai bien compris que tu donnais des exemples, mais simplement quelques exemples au cours des années de ce discours. Mais c'était évidemment très intéressant et plus qu'intéressant, en fait, ça suscitait toutes sortes de questions et tout ça. On comprend qu'il y a des dénominateurs communs à travers le temps. Sur le plan, justement, de l'analyse des contenus, comment penses-tu procéder? Est-ce que, bon, on a vu déjà des SEM itératifs ou des SEM récurrents, là. Alors, comment tu veux faire? Parce que moi, j'imagine très bien, par exemple, qu'il y ait un discours sur la mission, un discours sur le travail professionnel, un discours sur, bien sûr, l'influence externe, etc. Alors, simplement quelques pistes, s'il te plaît. Merci. Je pense que ça serait la plus porteuse, mais je n'ai pas encore déterminé. Ça vient, je ne sais pas si tu travailles comme moi, mais ça vient au fil de l'analyse. On se fait une grille de lecture en potassant un peu au début, puis en voyant, bon, quel fil on peut suivre dans le temps. Mais j'aurais tendance, moi aussi, à partir des préoccupations contemporaines sur l'autonomie, sur la direction universitaire, sur le financement, puis à suivre ces thèmes-là dans le temps pour voir qu'est-ce qu'on en dit au fil des époques, toujours en contextualisant. Hein, la contextualisation, dans le cas de Monseigneur Parent, est éminemment importante. Il est en train de construire son nouveau campus à Sainte-Foy, puis la construction est bloquée. Et qu'il veut faire débloquer des fonds, puis le Séminaire de Québec n'a plus d'argent, donc il s'adresse au provincial. Le moment est marquant parce que c'est un ecclésiastique qui s'adresse au gouvernement pour investir, mais il faut quand même contextualiser. Donc, je te dirais, je n'ai pas un cadre d'analyse, une grille d'analyse fixe encore, mais je compte bien travailler là-dessus au courant de l'été là, pour essayer de déterminer des thèmes récurrents qu'on pourrait suivre un peu.